Au cœur des Alpes d'Ötzi se cache un secret figé dans le temps. Ötzi, l'homme des glaces, une relique du monde antique, préservée par l'étreinte glacée de la nature pendant plus de 5000 ans. Son corps parfaitement préservé, ainsi que ses outils et vêtements soigneusement confectionnés, offraient un aperçu fascinant du passé lointain. Quelle révélation l'ADN d'Ötzi dévoilera-t-il sur le monde antique? Grâce à une nouvelle technologie de l'ADN, ils réimaginent à quoi il ressemblait réellement. Rejoignez-nous pour découvrir comment les scientifiques viennent de séquencer l'ADN d'Ötzi, l'homme des glaces, et les révélations choquantes qu'ils ont obtenues. L'homme gelé des Alpes. Ötzi, l'homme des glaces, est une découverte archéologique incroyablement captivante et importante des temps anciens. Il s'agit d'une momie qui a vécu il y a environ 5300 ans, découverte dans les profondeurs glacées des Alpes, juste à la frontière entre l'Autriche et l'Italie, en 1991. La découverte de ce personnage historique était tout à fait inattendue. Le 19 septembre 1991, deux touristes allemands, Helmut et Erika Simon, parcouraient les Alpes de l'Ötztal à couper le souffle en direction de l'imposante montagne Similon. Alors qu'ils traversaient un glacier, leurs yeux aperçurent quelque chose qui dépassait de la glace. Ils crurent d'abord qu'il s'agissait d'un déchet ou d'un sac à dos oublié, mais leur curiosité les poussa à s'approcher. À leur grande surprise, ils découvrirent qu'il s'agissait d'un corps humain préservé. Leur cœur battait à tout rompre, sous l'effet d'un mélange de choc et de peur, craignant de tomber sur une récente tragédie en montagne. Après avoir soigneusement documenté leur découverte à l'aide de photographies et d'un marqueur de fortune, ils se hâtèrent de redescendre pour chercher de l'aide au refuge le plus proche, désireux de partager leur découverte remarquable. Le lendemain, une équipe composée d'experts en montagne et du gardien du refuge se rendit sur place pour mener une enquête. Leur mission consistait à extraire un corps emprisonné dans la glace. Malgré tous leurs efforts, qui comprenaient l'utilisation de marteaux pneumatiques et de piolets, les intempéries ont contrarié leurs tentatives et les ont forcés à abandonner leurs tâches. Ils ont laissé le corps partiellement exposé, le recouvrant d'une bâche pour le protéger. Au cours des jours suivants, le site a attiré de nombreux visiteurs, dont des journalistes et des alpinistes de renom comme Hans Kamland et Reinhard Messner. Au début, tout le monde pensait que le corps appartenait à un randonneur contemporain qui avait trouvé la mort relativement récemment, peut-être au cours des dernières années. Mais tout a changé le 22 septembre, lorsqu'un expert judiciaire du nom de Rainer Henn, originaire d'Innsbruck, est arrivé sur les lieux. Après un examen plus approfondi, il a fait une révélation surprenante. Le corps était bien plus ancien que ce que l'on avait supposé jusque-là. Henn a observé que les vêtements et l'équipement étaient fabriqués à partir de matériaux rudimentaires comme le cuir, la fourrure, l'herbe et le bois. De plus, des tatouages distinctifs ornèrent le corps et une ancienne hache en cuivre a été découverte à proximité, ce qui laisse présager d'une découverte remarquable. Ces preuves ont amené Henn à conclure que le corps appartenait à l'âge du cuivre, datant d'environ 3000 ans avant notre ère. JUCC. Il a rapidement pris contact avec l'archéologue Konrad Spindler, qui a approuvé ses soupçons. Ensemble, ils ont planifié de retirer le corps et de l'emmener à Innsbruck pour un examen plus approfondi. Le lendemain, ils ont réussi à récupérer le corps, ainsi que plusieurs objets qui l'accompagnaient, dont un arc, un carquois, un poignard et un filet. Ces artefacts ont été soigneusement placés dans un cercueil en bois et transportés par hélicoptère jusqu'à Innsbruck. Une fois à Innsbruck, le corps et les artefacts ont fait l'objet d'une étude approfondie à l'Institut de médecine légale. Une équipe diversifiée d'experts de divers domaines, tels que l'archéologie, l'anthropologie, la radiologie, la pathologie, la génétique et la botanique, les a soigneusement examinés. Ils ont effectué un large éventail de tests et d'analyses, notamment la datation au radiocarbone, les radiographies, les scanners du Connecticut, l'extraction d'ADN et l'identification du pollen. Grâce à ces méthodes, ils ont pu dévoiler de nombreux détails sur la vie et la mort de l'individu. En 1919, lors du traité de Saint-Germain-en-Laye, une décision cruciale fut prise concernant la frontière entre le nord et le sud du Tyrol. Ils choisirent d'utiliser des rivières et des plans d'eau, comme l'Etewater, comme marqueurs pour cette frontière. Cependant, il y avait un défi en raison de la présence d'un glacier à cette époque, ce qui rendait difficile de déterminer précisément la frontière. Par conséquent,
Elle s'est retrouvée légèrement plus au nord que prévu. Il est intéressant de noter que des relevés ultérieurs en octobre 1991 ont révélé un fait surprenant. Malgré les hypothèses initiales, il s'est avéré qu'un endroit spécifique où il a été trouvé se trouvait en fait à 92,56 mètres à l'intérieur de l'Italie, ce qui correspond à la revendication italienne de 1919. Au départ, le Tyrol du Sud en a revendiqué la propriété, mais a finalement autorisé l'université d'Innsbruck à mener des recherches approfondies. Depuis 1998, ces restes sont exposés au musée d'archéologie du Tyrol du Sud à Bolzano, la capitale du Tyrol du Sud. En ce qui concerne l'examen du cadavre, des procédures minutieuses ont été suivies. Le corps a été mesuré, radiographié, daté et même examiné au niveau cellulaire au microscope. Des analyses similaires ont été menées sur des objets découverts avec le corps. Notamment, en août 2004, 3 soldats austro-hongrois congelés ont été retrouvés à Punta San Matteo dans le Trentin, disparus depuis la bataille de San Matteo en 1918. L'un de ces soldats a été envoyé dans un musée pour une étude plus approfondie, dans le but de mieux comprendre comment se produit la préservation dans de tels environnements. Quant à ses attributs physiques, des estimations récentes indiquent qu'il mesurait environ 160 cm, pesait environ 50 kg et avait environ 45 ans au moment de sa mort. Le poids du corps d'Ötzi, l'ancien homme des glaces, était de 13,75 kg, soit environ 30 livres. Lorsqu'il a été découvert, son corps n'était que partiellement décomposé, car il avait été rapidement recouvert de glace après sa mort. Au départ, des rapports inexacts suggéraient que ses organes génitaux avaient disparu, mais des examens plus approfondis ont démenti cette hypothèse. Des études analysant les particules de poussière de pollen et la composition isotopique de son émail dentaire indiquent qu'il a grandi près de ce qui est aujourd'hui le village de Feldturns, dans le Tyrol du Sud, au nord de Bolzano. Plus tard dans sa vie, il a déménagé dans des vallées à environ 50 km plus au nord. En 2009, un scanner a révélé que l'estomac d'Ötzi s'était déplacé vers une position habituellement occupée par le poumon inférieur. Lors de l'examen, des fragments de viande de bouquetin ont été trouvés à l'intérieur, confirmés par des tests ADN. Cela suggère qu'il avait mangé moins de 2 heures avant sa mort. De plus, des grains de blé ont été découverts, indiquant qu'Ötzi aurait pu grignoter de la viande grasse séchée, probablement celle d'une chèvre sauvage originaire du Tyrol du Sud, en Italie. Un examen plus approfondi de ses intestins a révélé des preuves de 2 repas consommés avant sa mort. L'un des repas, environ 8 heures plus tôt, était composé de viande factice, tandis que l'autre était un mélange de viande de cerf rouge et de pain aux herbes, accompagné de racines et de fruits. Les grains trouvés près de son corps étaient bien transformés, probablement sous la forme de pain à base de maïs et de son de blé. De plus, des balles de maïs et d'orge, ainsi que des grains de lin et de pavot ont été découverts, suggérant un régime alimentaire diversifié. Ötzi aurait pu transporter ces graines comme collation de voyage. Diverses graines de baies sauvages ont également été trouvées, ajoutant à la complexité de son régime alimentaire et suggérant son engagement envers l'environnement naturel qui l'entourait. L'analyse des cheveux a été utilisée pour déterminer quels aliments une personne avait consommés plusieurs mois plus tôt. Fait intéressant, leur premier repas a été retracé dans une forêt de moyenne altitude remplie de conifères. Cette déduction a été faite en examinant le pollen trouvé dans l'échantillon de cheveux. De plus, des traces de pollen de blé et de légumineuses ont été découvertes, indiquant la probabilité d'activité agricole à proximité. De plus, la présence de pollen de haricots cornets chauds, dans un état remarquablement intact, suggérait que les haricots avaient été consommés récemment, peut-être dans les 2 dernières heures avant le décès de l'individu. Cette découverte met également en lumière le contexte saisonnier du régime alimentaire de la personne. Étant donné que le maïs et le blé sont généralement récoltés respectivement à la fin de l'été et à l'automne, la consommation de ces aliments laissait entendre qu'il s'agissait de vestiges de l'année précédente. De plus, les niveaux élevés de cuivre et d'arsenic dans les cheveux, associés à la découverte, d'une hache en cuivre presque pure, ont suggéré l'implication potentielle de l'individu dans la fusion du cuivre. De plus, un examen de la structure osseuse de l'individu
en particulier la taille de son tibia, de son fémur et de son bassin, a suggéré qu'il était habitué à traverser des terrains vallonnés sur de longues distances. Une telle activité physique était inhabituelle pour les Européens de l'âge du cuivre, ce qui indique que l'individu pouvait avoir été un berger, en particulier dans les régions de haute altitude. En utilisant une technologie de numérisation 3D avancée, les experts ont reconstitué une image numérique du visage de l'individu pour l'exposer au musée d'archéologie de South Tyrone, à Bellano, en Italie. La représentation représente un homme paraissant plus âgé que ses 45 ans, avec des yeux marron foncé, une barbe, des traits burinés et des joues creuses, évoquant un sentiment de lassitude et de robustesse, et des joues creuses, évoquant un sentiment de lassitude et de robustesse. En 2000, une étape importante a été franchie dans le monde de la science. Des chercheurs se sont lancés dans une grande mission visant à percer les secrets cachés dans le plan génétique d'un personnage légendaire connu sous le nom d'Homme des glaces. Cette entreprise ambitieuse représentait une avancée significative dans le domaine de la paléogénétique qui se penche sur l'étude de l'ADN ancien. À l'époque, se plonger dans l'ADN ancien était comme explorer un territoire inexploré semé d'embûches. Les scientifiques ont dû faire face à de nombreux obstacles, notamment le risque de contamination et la dégradation naturelle du matériel génétique au fil du temps. Cependant, ils ont persévéré en commençant par le processus délicat d'extraction d'échantillons d'ADN des restes de l'homme des glaces. Bien qu'il ait passé des millénaires enfermé dans la glace, l'ADN de l'homme des glaces s'est révélé étonnamment bien préservé, bien que fragmenté et fragile. Les conditions glaciales des Alpes, où il a été découvert, ont joué un rôle crucial dans cette préservation. Les chercheurs ont dû procéder avec une extrême prudence pour éviter toute contamination par l'ADN moderne, qui aurait pu fausser leurs résultats. En utilisant des technologies de séquençage de pointe qui évoluaient rapidement à l'époque, les scientifiques ont minutieusement reconstitué le code génétique de l'homme des glaces. Cette tâche ressemblait à la résolution d'un puzzle complexe, car ils travaillaient à reconstituer des séquences fragmentées. Les progrès de la technologie de séquençage étaient révolutionnaires, permettant aux chercheurs de décoder des génomes entiers plutôt que de simples petits fragments. Cette approche globale a offert un aperçu plus approfondi de la constitution génétique de l'homme des glaces. L'analyse de l'ADN de l'homme des glaces a ouvert de nouvelles perspectives dans notre compréhension de la migration et de l'évolution humaine. En comparant ces marqueurs génétiques à ceux des populations modernes, les scientifiques ont pu déduire des schémas de migration humaine anciens. En outre, ils ont pu explorer les liens génétiques avec les maladies, les habitudes alimentaires et même les traits physiques. Cette recherche révolutionnaire a joué un rôle essentiel pour combler le fossé entre les civilisations anciennes et l'humanité moderne. Elle a non seulement mis en lumière notre passé commun, mais a également fourni des informations inestimables sur notre présent et notre avenir. En 2008, des scientifiques ont étudié en profondeur la constitution génétique d'un mystérieux individu connu sous le nom d'Ötzi. Ce qu'ils ont découvert n'était rien de moins qu'étonnant et a soulevé de nombreuses questions intéressantes sur l'histoire de l'humanité. Notre corps porte des marqueurs spéciaux appelés ADN mitochondrial, transmis de mère en enfant. C'est comme une carte au trésor génétique, nous guidant à travers nos racines ancestrales. Lorsque les chercheurs ont examiné son ADN mitochondrial, ce fut une percée dans l'étude de la génétique humaine ancienne. Ce qu'ils ont découvert a bouleversé la sagesse conventionnelle. Plutôt que d'être étroitement lié aux gens de la région où il a été découvert, il partageait un lien génétique remarquable avec les gens d'aujourd'hui de Sardaigne, une île au large des côtes de l'Italie. Cette révélation a fait l'effet d'une bombe génétique, suggérant que les anciennes migrations humaines auraient pu prendre des chemins inattendus. Les gens qui vivaient dans la région alpine à son époque étaient peut-être plus semblables à ceux qui vivaient autour de la mer Méditerranée qu'à leurs voisins de la même région aujourd'hui. C'est comme réécrire les livres d'histoire, peindre une toute nouvelle image de la façon dont nos ancêtres se sont déplacés et mélangés à travers l'Europe. Son analyse génétique a également ouvert une fenêtre sur l'âge du cuivre, l'époque à laquelle il a vécu. Elle a montré l'incroyable diversité des gènes humains et la façon dont les populations en Europe interagissaient et évoluaient. Pendant cette période, étudier sa constitution génétique était comme trouver un coffre au trésor d'informations.
Cela nous a donné des indices vitaux, non seulement sur sa santé, mais aussi sur la façon dont les gens vivaient et interagissaient dans sa société. Imaginez son ADN comme une feuille de route pour sa vie et le monde qui l'entoure. Lorsque les scientifiques ont décodé son ADN, cela a déclenché des discussions passionnantes sur la façon dont les maladies ont évolué au fil du temps. En examinant ces tendances génétiques pour certaines maladies, les chercheurs ont pu reconstituer le puzzle de l'histoire médicale. Son séquençage d'ADN a marqué un tournant dans le domaine de la paléogénétique. Il ne s'agissait pas seulement de découvrir les secrets génétiques d'une personne datant de plus de 5000 ans, c'était comme allumer une lumière pour éclairer toute l'histoire des populations européennes. Français révélations anciennes et connexions modernes. En 2012, les scientifiques ont approfondi la santé d'Ötzi, profitant des avancées technologiques et de l'accessibilité de ses restes bien préservés. Leurs analyses ont mis au jour des révélations fascinantes sur son bien-être. Tout d'abord, ils ont découvert qu'il était atteint de la maladie de Lyme, marquant une découverte révolutionnaire car il s'agissait du premier cas documenté de cette maladie. La maladie de Lyme, causée par la bactérie Borrelia et transmise par la piqûre de tiques à pattes noires infectées, se manifeste par des symptômes tels que de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête et des ganglions lymphatiques enflés. Si elle n'est pas traitée, elle peut s'aggraver, affectant les articulations, le cœur et le système nerveux. Son affliction avec la maladie de Lyme suggère que son existence en tant que problème de santé humaine s'étend sur des millénaires. De plus, les chercheurs ont été étonnés de découvrir qu'Ötzi était intolérant au lactose, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas digérer le lactose, un sucre présent dans le lait et les produits laitiers. L'intolérance au lactose était probablement répandue parmi les populations anciennes, étant donné que la capacité à digérer le lactose, au-delà de la petite enfance, est un développement évolutif relativement récent chez les humains. Cette révélation a mis en lumière les habitudes alimentaires et le mode de vie des Européens de l'âge du cuivre, offrant des informations précieuses sur leurs pratiques nutritionnelles. L'un des aspects les plus fascinants des problèmes de santé d'Ötzi était son problème cardiaque. Les scientifiques ont découvert des signes d'artériosclérose, une maladie caractérisée par un durcissement des artères dans ses restes. Cette découverte était assez surprenante, car l'artériosclérose est généralement liée à un mode de vie moderne, impliquant peu d'activité et des habitudes alimentaires malsaines. Il était inattendu de la trouver chez un homme qui a vécu il y a plus de 5000 ans. Cela remet en cause la croyance commune selon laquelle les maladies cardiaques sont un problème propre à notre époque, suggérant que nos ancêtres anciens auraient pu être confrontés à des problèmes de santé similaires. Ces révélations sur sa santé dressent le portrait saisissant d'un homme qui, bien qu'il ait vécu à une époque très différente, a dû faire face à des problèmes de santé remarquablement similaires à ceux que nous rencontrons aujourd'hui. Elle souligne l'importance d'examiner des restes anciens, comme Ötzi. En comprenant les problèmes de santé auxquels nos ancêtres ont été confrontés, nous pouvons obtenir des informations précieuses sur l'évolution de la santé et des maladies humaines. D'autres recherches menées en 2016 ont révélé un lien profondément personnel entre le monde antique et le monde moderne. S'appuyant sur les découvertes faites sur la santé et la génétique d'Ötzi en 2012, une étude révolutionnaire a révélé quelque chose de vraiment remarquable. Il a été révélé qu'Ötzi avait des parents vivants, des descendants directs, marchant sur la Terre au XXIe siècle. Cette révélation étonnante a été obtenue grâce à une analyse génétique minutieuse, se concentrant en particulier sur l'ADN du chromosome X, qui est transmis par la lignée masculine. Motivée par cette découverte, une équipe de chercheurs s'est lancée dans une vaste enquête génétique dans la région du Tyrol, comblant le fossé entre l'histoire ancienne et la vie contemporaine. Dans la région où Ötzi a été trouvé, les chercheurs se sont lancés dans une quête. Leur mission est de rechercher des personnes qui partagent des traits génétiques spécifiques avec la lignée d'Ötzi. Ces traits sont comme des codes spéciaux dans notre ADN qui peuvent être transmis de génération en génération, agissant comme une sorte de signature génétique reliant les membres éloignés d'une famille. À la stupéfaction de la communauté scientifique, ils sont tombés par hasard sur 19 hommes vivants qui possédaient la même particularité génétique rare qu'Ötzi. Cette particularité, une altération minuscule mais cruciale de la composition de leur ADN, servait de signe clair d'une histoire familiale commune.
Ces individus d'aujourd'hui n'avaient aucune idée qu'ils portaient un morceau d'héritage génétique qui les liait directement à Ötzi, un homme qui a marché sur la Terre il y a plus de 5000 ans. Cette découverte n'était pas seulement une victoire pour la science, c'était une histoire captivante de connexion humaine. Elle a montré comment la génétique peut révéler des liens cachés entre notre passé et notre présent. Pour ces 19 individus, elle a offert un aperçu fascinant de leur arbre généalogique, les reliant à un parent éloigné qui était devenu l'une des figures les plus scrutées de l'Europe antique. Les implications de cette révélation étaient profondes. Elle a offert une nouvelle perspective sur les schémas de migration et le patrimoine génétique des populations vivant dans la région alpine. L'étude a révélé que malgré les nombreux mouvements de population en Europe au cours de l'histoire, il existe un modèle cohérent dans les gènes de la population depuis des milliers d'années. Cela signifie que même si les gens ont voyagé et se sont installés dans des endroits différents, leur constitution génétique est restée assez similaire dans cette région. Comprendre cette stabilité génétique les aide à comprendre comment certains traits génétiques ont été transmis de génération en génération, ce qui leur donne un aperçu des endroits où les anciens humains ont migré et se sont installés. Il est fascinant de voir comment notre ascendance est tissée ensemble et comment l'histoire génétique peut être dévoilée de manière inattendue. Cette recherche montre également les progrès réalisés en matière de tests et d'analyse génétique. Être capable de suivre les liens génétiques qui existent depuis si longtemps démontre la précision et la capacité des techniques modernes de recherche génétique. Cela ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour approfondir notre passé ancien et mieux comprendre les liens qui nous unissent à nos ancêtres. On pense qu'Ötzi a trouvé la mort à la fin du printemps, à une époque où les montagnes étaient encore recouvertes d'épaisses couches de neige. Malgré les difficultés de son environnement, il semblait bien préparé pour son voyage. Il portait un manteau ou une veste en peau de mouton chaude pour se protéger du froid mordant. Ses chaussures étaient tout aussi ingénieuses, avec des chaussures fabriquées en peau nue et des semelles en cuir de cerf rouge, tandis que l'herbe formait la tige, créant une sorte de filet naturel autour de ses pieds. Pour garder ses pieds bien au chaud, il remplissait ses chaussures d'herbe isolante. On suppose même qu'il aurait utilisé un petit récipient en fourrure pour attacher solidement ses chaussures à ses jambières, s'assurant qu'elles ne glisseraient pas pendant ses voyages. Ces jambières étaient confectionnées à partir de morceaux de peau de cerf, soigneusement choisis pour créer un motif élégant avec une alternance de fourrure claire et foncée. Elles étaient ensuite attachées à un pagne et à une ceinture en peau souple de chèvre. Le porteur, probablement un chasseur ou un voyageur expérimenté, utilisait la ceinture pour transporter divers outils et provisions, tandis que le reste était emballé dans un sac à dos ou porté en bandoulière. Au sommet de sa tête se trouvait un chapeau fait simplement de peau d'animal nu, protégeant des éléments. Autour de ses épaules drapait une cape tissée d'herbe, ses extrémités libres, ajoutant une touche de souplesse et peut-être d'esthétique lorsqu'elle se balançait au vent. Il existe un débat autour de la nature de ce vêtement. S'il servait davantage de cape pour se protéger des intempéries ou de couverture polyvalente pour s'asseoir ou dormir. Il est possible qu'il ait servi à ces deux fins, ou peut-être à aucune, sa véritable fonction restant un mystère. Son deuxième ensemble d'outils était parfait pour voyager à travers les montagnes. Parmi ses possessions se trouvait un kit pour faire du feu, essentiel à la survie dans la nature. Un objet intéressant qu'il transportait était un type de champignon utilisé pour conserver les braises, lui permettant de pouvoir facilement allumer des feux chaque fois que nécessaire. Sa collection comprenait également un couteau en silex finement travaillé, ressemblant à du silex, avec un manche en bois de frêne et un outil en bois de serre pour maintenir le tranchant de tous ses outils en pierre. Son arc, fabriqué à partir d'un bois réputé pour son aptitude à la fabrication d'arcs, rivalisait avec ceux privilégiés par les archers longs redoutés de l'Angleterre médiévale. Bien qu'il préférait les arcs fabriqués à partir d'ifs italiens importés pour leur qualité supérieure, Ötzi connaissait l'excellence de ce bois depuis des milliers d'années. Il est intéressant de noter que son arc semblait brut et inachevé, un mystère qu'ils exploreront plus tard. En bandoulière, un carquois contenait 14 flèches, chacune fabriquée à partir de viorne ou de cornouiller. Remarquablement, seules 2 flèches portaient des pointes de flèches en pierre, et toutes 2 étaient fixées à des tiges endommagées, faisant allusion à des rencontres ou des chasses passées.
Et puis il y avait sa célèbre hache en cuivre, un outil d'une importance significative. Dotée d'un manche en bois en forme de U, mesurant 60 cm ou 24 pouces, la hache présentait une courbure naturelle à angle droit au sommet, où la lame était fixée. Fixée avec de la colle à base de goudron de bouleau et une enveloppe de cuir robuste, la lame elle-même était plus petite qu'on pourrait s'y attendre, mesurant seulement 9,5 cm de long. Il est temps de passer au choix des abonnés du jour. Des scientifiques viennent de séquencer l'ADN d'Ötzi, l'homme des glaces, et ils ont été complètement choqués par leur découverte. Au cœur des Alpes autrichiennes, nichées au milieu des sommets glacés, une équipe de scientifiques courageux s'est lancée dans une quête qui allait dévoiler des mystères enfouis dans la glace depuis des millénaires. Leur mission? Séquencer l'ADN d'Ötzi, l'homme des glaces, une momie vieille de 5300 ans, préservée dans l'étreinte glacée d'un glacier. Alors que les vents glacés hurlaient et que la neige murmurait des histoires d'époques anciennes, les scientifiques ont soigneusement extrait des fragments d'ADN des restes bien préservés d'Ötzi. Chaque brin détenait les secrets d'une époque révolue depuis longtemps, attendant d'être déchiffrés. Les jours se sont transformés en semaines, et l'anticipation tourbillonnait comme des flocons de neige dans l'air vif des Alpes. Puis, enfin, le moment de la révélation est arrivé. Ötzi n'était pas seulement un vagabond solitaire perdu dans les annales du temps. Son ADN dressait le portrait saisissant d'un homme lié à la structure même de l'Europe antique. Il portait des traces d'ascendance le reliant à des populations réparties sur plusieurs continents, laissant entrevoir un voyage bien plus épique que quiconque aurait pu l'imaginer. Cachés dans le code génétique d'Ötzi se trouvaient des indices alléchants sur sa santé, son régime alimentaire et même sa prédisposition à certaines maladies. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique et a captivé le monde. Ötzi, autrefois une simple curiosité figée, est désormais devenu un symbole notable de notre histoire humaine commune. Faites-nous part de votre avis sur cette révélation stupéfiante dans les commentaires ci-dessous. Sensation mondiale et conflit de propriété. La découverte d'Ötzi, l'homme des glaces, a provoqué un énorme émoi dans le monde entier, attirant l'attention du monde entier et faisant la une des médias. Il a reçu le surnom d'Ötzi en raison des Alpes d'Ötztal, l'endroit où il a été découvert. De plus, il a été surnommé l'homme des glaces, Fritz Gelé, et l'homme des glaces de Troie, ajoutant au mystère qui l'entoure. Il est devenu la star de nombreux livres, documentaires, expositions et même d'un film, captivant le public avec son histoire ancienne. Cependant, sa découverte a également déclenché d'intenses débats et controverses, en particulier concernant le propriétaire légitime de sa dépouille et la meilleure façon de préserver sa dépouille. Une bataille juridique a éclaté entre l'Autriche et l'Italie au sujet de la juridiction du site où il a été exhumé, car il se trouvait près de la frontière et avait un contexte historique complexe de changements territoriaux. Bien qu'il ait fourni des informations précieuses sur l'ascendance humaine, son corps est resté au centre d'un bras de fer entre les nations, en lice pour les droits de propriété, prolongeant le conflit et ajoutant une autre dimension à son histoire mystérieuse. Le désaccord initial a éclaté entre l'Italie et l'Autriche, deux pays voisins de la zone où il a été découvert. Bien que l'endroit précis de la découverte se trouve du côté italien de la frontière, il n'était qu'à quelques mètres de l'Autriche. Dans un premier temps, les autorités autrichiennes ont revendiqué sa propriété et l'ont transporté à Innsbruck pour un examen plus approfondi. Cependant, les Italiens ont objecté, affirmant qu'il leur appartenait de droit puisqu'il avait été déterré sur leur territoire. Ils ont également souligné que sa tenue vestimentaire et ses effets personnels suggéraient qu'il était originaire des Alpes du Sud, son ADN étant étroitement lié à celui des Italiens d'aujourd'hui. Après une longue bataille juridique, les deux pays ont finalement trouvé un compromis pour partager la garde de l'animal. Par conséquent, il a été transféré au musée archéologique du Tyrol du Sud, à Bolzano, en Italie. Une autre partie a revendiqué la propriété des Ötzi, les habitants locaux de la vallée de l'Ötztal, où il a été déterré. Cette communauté constitue un groupe minoritaire en Italie, possédant sa langue et ses coutumes distinctes. Pour eux, il est vénéré comme l'un de leurs ancêtres, ce qui ajoute un autre niveau de complexité au conflit. La communauté a exigé qu'Ötzi leur soit rendu, soulignant leur droit d'avoir leur mot à dire sur la façon dont il est étudié et présenté.
Ils ont également insisté pour lui donner une sépulture décente selon leur tradition. Leur argument était fondé sur la conviction qu'il n'était pas simplement un objet, mais une personne méritant dignité, droit et respect. Ils le voyaient comme plus qu'un individu. Ils symbolisaient leur identité et leur héritage, offrant un moyen de préserver et de célébrer leur culture. Cependant, les gouvernements d'Eon et d'Autriche n'étaient pas d'accord, affirmant qu'il appartenait au monde dans son ensemble, représentant un héritage universel. Ils ont plaidé pour son accessibilité à tous, citant son importance en fournissant des informations scientifiques précieuses sur le passé et les origines de la civilisation. En outre, ils le considèrent comme un moteur potentiel du tourisme et de la croissance économique de la région, ce qui conforte leur position. Le débat en cours autour de sa propriété touche à des questions complexes et sensibles, touchant au patrimoine culturel, à l'identité nationale et aux droits de l'homme. Préserver le corps d'Ötzi, l'homme des glaces, est aujourd'hui un véritable exploit. Il ne s'agit pas seulement de l'empêcher de pourrir maintenant qu'il est sorti de la glace. Le voyage de son corps, du glacier au musée, a été compliqué et exigeant. Des mesures spéciales ont été mises en place pour garantir que son état remarquable reste intact. Au départ, le défi consistait à le déplacer du lieu isolé et en haute altitude où il a été découvert vers un endroit où des experts pourraient l'étudier et le protéger. La tâche n'était pas simple. Son corps était extrêmement fragile, facilement affecté par les changements de température et d'humidité. Lorsque des tentatives ont été faites pour l'extraire de la glace à l'aide de marteaux-piqueurs et de tronçonneuses, cela a causé des dommages à son corps et à l'équipement utilisé. Plus tard, il a été soigneusement transporté par hélicoptère jusqu'à une morgue voisine. Là, il a été placé dans une chambre réfrigérée pour maintenir son état. Ce processus exigeait précision et attention aux détails pour garantir que son corps soit préservé pour un examen et une étude plus approfondie. La grande tâche suivante consistait à trouver l'endroit idéal pour l'étudier, ainsi que ses effets personnels. Au début, ils ont choisi l'université Innsbruck en Autriche. Ils l'ont soumis à une série de tests tels que la datation au radiocarbone, des tests ADN, des radiographies et des tomodensitogrammes. Ces tests ont révélé beaucoup de choses sur lui, son âge, sa santé, son régime alimentaire, son ascendance et même la cause de sa mort. Après avoir passé 7 ans à l'université Innsbruck, Ötzi s'est rendu dans le Tyrol du Sud, en Italie. Là, il devait subir des examens plus approfondis et être exposé au musée archéologique du Tyrol du Sud à Bolzano. Il a été placé dans une chambre sur mesure, soigneusement conçue pour imiter les conditions du glacier où il a été découvert. La chambre était maintenue dans l'obscurité et réfrigérée à -6 degrés Celsius avec une humidité de 98%. Les visiteurs pouvaient apercevoir son corps à travers une fenêtre de la chambre, mais seulement pendant une brève période pour éviter une surexposition à la lumière et à la chaleur. Mais la chambre n'était pas la seule mesure mise en place pour préserver le corps. Une équipe d'experts lui a fourni des soins réguliers, employant diverses techniques pour prévenir la décomposition et maintenir son état. Cet effort diligent garantit qu'il reste intact pour une étude et une appréciation ultérieure. Le corps de l'individu est régulièrement aspergé d'eau, propre tous les quelques mois pour le garder humide et l'empêcher de s'assécher et de développer des fissures. De plus, une fine couche de fibres de cellulose recouvre le corps, servant de bouclier protecteur contre les bactéries et les champignons nocifs. Des scanners et des photographies de routine sont pris du corps pour surveiller toute altération ou tout dommage au fil du temps. L'équipement et les vêtements découverts à côté du corps sur le glacier sont également soigneusement conservés dans le musée. Ces artefacts comprennent une hache en cuivre, un poignard en silex, un arc et des flèches, un carquois en cuir, un sac à dos, un filet, une pochette et 2 récipients en bois. Les vêtements se composent d'une robe en fourrure, d'une cape en herbe, d'un chapeau en fourrure, de chaussures en cuir et de divers accessoires. Pour maintenir leur intégrité, ces articles sont stockés dans des chambres spécialisées avec des niveaux de température et d'humidité contrôlés. Elles sont soumises à des traitements avec des substances spécifiques pour éviter leur détérioration et les protéger contre les infestations d'insectes, garantissant ainsi qu'elles restent intactes pour que les générations futures puissent les étudier et les admirer. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine.